8 previews en un jour. 8 previews, un seul jour. Un seul jour, 8 vidéos, 8 previews. Le marathon continue. On n'arrête pas. En vous faisant plein de bisous. On sait que vous êtes nombreux à nous envoyer des petits messages magnifiques, des commentaires et tout ça. La saison régulière est terminée. Ça y est, 14 équipes sont en vacances. 16 vont pouvoir jouer dès ce week-end en play-off. Et donc, analyse du premier tour. On se fait les 8 séries en analyse avec des jumelles et des loupes. On a déjà fait 4 à l'Est. On a fait tout l'Est. Tout à fait. On a fait les 4 équipes de l'Est. Vous pouvez les retrouver. Et là, maintenant, on passe à la NBA. On attaque le Wide West. Tout à fait. On passe au basket. Et donc du coup, on va pouvoir se faire plaisir. Ça énerve, hein. Ça fait chier les gens de l'Est. Ils adorent vous êtes des haters. Et donc, grosse confrontation quand même. 4-5 entre Utah, le 4e Houston et le 5e Utah. Plein de choses à dire. Évidemment, on respecte le même modèle habituel. D'abord, on va commencer par les tendances, les dynamiques, dans quelle situation se trouvent ces équipes au moment de démarrer ces playoffs. Après, on va faire un petit point tactique. Hashtag Dédèche, tactico-technique. Tout à fait, on prend des éléments très précis au sein même de la série, on essaie de voir si ça va être déterminant pour décider de l'issue de cette confrontation. Après, on part sur un petit joueur. Oui, un joueur à suivre, les jumelles. On sort les jumelles, tout à fait, et là on zoome sur un joueur, on fait lui, sa performance va être déter, et on termine évidemment, Alex, avec le pronostico. On pose des boules de cristal sur la table et on donne notre pronostic. On est bon ? C'est parti. On enchaîne ? Allez. Rockets Jazz. Dynamique. Déjà, avant même de parler de dynamique, on se connaît bien. Ouais. On se connaît bien. On s'est affronté l'année dernière en play-off, en demi, tout à fait, puisque Houston avait écarté les Wolves et Utah très logiquement avait sorti le Thunder. Et donc on avait eu le droit à une petite série. Alors, difficile évidemment de se baser sur cette série parce que plein de choses ont changé en un an. On avait aussi pas mal de blessés d'un côté, notamment du côté du Jazz. Et plein de choses. Oui. Tant de choses que ça. Évidemment, il y a du changement, mais genre côté Utah, est-ce que l'effectif est si différent ? Non, ils ont juste intégré Kyle Korver. Et est-ce que leur saison est si différente ? Non, c'est sûr. Pas tant que ça. Un petit peu, évidemment. On va revenir dessus et tout. Et côté Houston, oui, le déroulé de la régulière est évidemment différent parce que grosse galère au début. Bien sûr. Ensuite, t'es sur le dos du barbu. Finalement, tu avais à un moment la possibilité de garder une 3e place, voire d'aller chercher Denver. Finalement, tu rétrogrades à la 4e place sur la dernière journée. 4e place, les Rockets, qu'on n'attendait pas forcément là. Non. Et du coup, tu dois affronter le Jazz, j'ai envie de dire, tout de suite. Mais de toute façon, s'ils avaient été 3e, ça aurait été le Thunder. Ouais. Je pense que la série 3-6, on va en parler un petit peu plus tard. Après, ouais. Voilà. Pour rester sur les Rockets, je sais pas ce que t'en penses, mais on peut le dire. Ok, donc début de saison dégueu. Ensuite, le premier mois et demi est vraiment crade. Harden, il fait genre à partir du 10 décembre, Harden va passer en mode all-time. Et ensuite, il y a eu des blessures de Chris Paul, blessures de Capella, mais ensuite, petit à petit, Houston a récupéré son effectif au complet. De toute façon, c'est simple, en sortie de All-Star Break, on avait fait une vidéo de ce qu'on attendait, et notamment on est en train de discuter du fait que Houston devait montrer sur la deuxième partie de saison que c'est la 2e meilleure équipe de l'Ouest, en tout cas celle qui avait poussé les Warriors jusqu'en 7, et ce qu'ils ont fait derrière est quand même... Ils ont montré des très bonnes choses, ils ont montré ce qu'ils étaient capables de produire quand tout le monde est là, quand c'est focus en défense, et que le ballon commence à circuler en attaque. Après, ils ont un petit peu chié pour moi leurs 10 derniers jours là. Leurs 10 derniers jours est un petit peu, mais moi. Ils auraient pu aller 2e, ils auraient pu être 2e. Oui, tout à fait. Après, pas trop étonné dans le sens où Mike D'Antoni l'avait dit tout de suite. Et je trouve que la dynamique était assez bonne dans ce sens-là. Il a fait bon. On a quand même bien ride Harden qui doit un petit peu aussi appuyer sur pause. Ça, il a raison. Capella avait eu 1 mois et demi d'absence. Chris Paul avait eu quasiment 2 mois. Et donc, si on peut se ramener à fond la forme dès le début des playoffs, c'est le souhait numéro 1 des Rockets et ils y arrivent. Je veux dire, l'infirmerie des Rockets est vide. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de joueurs blessés ou ne serait-ce qu'un peu gênés. Ils arrivent en play-off à 100%. C'est ça, et c'était un des sujets l'année dernière, on s'en souvient, parce que t'as encore le trauma du quadriceps de Chris Paul, quoi. Côté Jazz, d'ailleurs, on est plutôt pas trop mal au niveau infirmerie, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un peu plus bancal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses vraiment fatales, on sait juste que l'année dernière, Dante Exum avait trouvé sa place dans la série face aux Rockets parce que longueur de bras, vitesse, etc. Et là, il est absent, sûr et certain. Okay, il est absent, et sinon, c'est des petits pépins à certains. Normalement, tout le monde joue, mais
Si tu regardes la liste un petit peu des joueurs, Ricky Rubio n'est pas non plus au top. Ouais, ok. Derek Favors aussi a des petits soucis. Après, ça va aller. T'as bossé Folosha et compagnie, mais en tout cas, sûr et certain, il y a d'un côté un effectif qui est totalement complet et l'autre dont les cadres sont au complet. Ils ont ajouté Korver, ça leur a fait un bien fou. Et Utah, du coup, se retrouve dans la position qu'on connaît, c'est-à-dire l'équipe pour la gratter du premier tour que t'as pas envie de te taper. Voilà, et qu'il va falloir se taper pour nos amis les Rockets. Exactement. Sur la régulière, ça fait 2-2. Ça fait 2-2. On a eu un petit peu de tout. On a eu de la victoire à domicile et à l'extérieur. Voilà, il y a eu des matchs notamment en tout début de saison où Utah a clairement géré. Et puis par la suite, on a vu un petit peu le mode Rockets qu'on a connu, car l'année dernière, et c'est ça notamment un des éléments importants de cette série, c'est que Houston s'était déplacé à Salt Lake City. Sans problème. Zéro souci. Une sérénité totale. C'est d'ailleurs, on l'a vu cette année. Utah a beau être une excellente défense. James Harden. Et alors, quand il a pas 40 points, c'est genre, qu'est-ce qui s'est passé, James? Et James Harden et le Jazz. Il aime bien. Il y a un historique. Il y a 60. Il l'a mis l'année dernière. Cette année, il a mis 43 et 47, je crois. Très très chaud. Ils ont pas pourtant, comme tu l'as dit, Utah est une bête de défense, mais c'est un peu compliqué. Mais au moins, ce qui est cool avec ces deux franchises, c'est que comme tu l'as dit là, Houston, sur la deuxième partie de saison, on a vu des matchs à Golden State remportés sans James Harden. On a vu des matchs sans Chris Paul où c'est gagné. Donc vraiment, Houston, malgré les derniers jours, sont quand même sur une bonne dynamique. Oui, c'est vrai. Ça fait le boulot. Et Utah aussi. Et Utah est vraiment sur une bonne dynamique où on était là genre, putain merde, à mi-saison, ils sont Utah, ils ont 50 wins. Et ça remonte. Ils ont 50 wins, Utah. De toute façon, on l'a dit, quand Donovan Mitchell, il sent que le mois d'avril il arrive, on passe en mode All-Star, quoi, un petit peu. Donc walou à peu près pour les dynamiques. Voilà sur la dynamique, tout le monde il est content, tout le monde il est prêt. Juste des petits éléments derniers à apporter. Non seulement ça s'est joué l'année dernière, mais ça s'aime pas forcément. Il y a du coup de coude entre James Harden et Rudy Gobert. Il y a des règlements de compte un petit peu entre les Jay Crowder et PJ Tucker. Enfin voilà, ce sont des équipes aussi qui non seulement se sont affrontées, mais que ça se fristouille un petit peu. Pas étonné si ça finit un petit peu parfois en brawl. C'est possible. Un ou deux bar fights ici ou là pour essayer de montrer qu'en fait il y a même eu des déclats en sortie de match de certains remportés avec Harden qui avaient beaucoup de lancers francs, où les Rudy Gobert et compagnie n'ont pas eu de problème à dire fait chier cet arbitrage, ça nous casse les couilles, on n'a pas envie d'eux, et pareil côté Rockets. C'est vrai. Donc voilà pour les dynamiques. Maintenant on passe au point tactique. Tactico-technique. Donc là on va faire les experts. Alex, tu nous as ciblé un aspect particulier de cette série. Qu'est-ce que tu peux regarder en primo? L'exécution offensive, je parle. Défensive aussi, mais défensive pour faire court. Je pense que le Jazz ne va rien changer à sa base habituelle de défense, c'est-à-dire de l'homme à homme pur et dur, et un Rudy Gobert qui patrouille derrière, qui s'occupe évidemment de son pivot, là en l'occurrence Clint Capella, je crois que tu vas peut-être nous en parler et tout ça, mais ils vont pas changer grand-chose, et Houston, c'est pas qu'ils vont pas changer grand-chose, c'est qu'ils n'ont pas trop les possibilités de changer trop de choses non plus, c'est-à-dire que de toute façon Houston c'est compliqué pour eux de vraiment mettre un stopper pur sur Donovan Mitchell. Et après, le jeu de Utah est fait quand même de beaucoup de circulation de balles et le danger peut venir un peu de partout. Tu peux avoir plusieurs mecs à 12-13 points. Donc c'est pour ça que je voulais en venir à l'exécution. Parce que si on sait que Houston va évidemment filer un paquet de ballons à James Harden qui, comme on vient de le dire, adore salir les Mormons, n'empêche que contre une défense comme celle de Utah, si tu te contentes d'un James Harden à 40 points, ça se trouve que tu gagnes pas le match. Bien sûr. Donc il va falloir que le ballon circule, il va falloir mettre à mal cette équipe de Utah qui a vraiment les moyens de défendre correctement sur Houston, dans le sens où ce qui emmerde souvent Utah, c'est quand il y a des pivots qui shootent bien parce que ça écarte Rudy Gobert du cercle. Là c'est pas le cas, parce que si Utah doit choisir avec un shoot mi-distance de Néné ou une pénétration d'Harden ou Chris Paul, je pense que le choix il est vite F. On est d'accord, et je te parle même pas de Capella qui sorti de plus de 2 mètres du cercle est inoffensif. Donc Houston va devoir faire circuler le ballon. Houston va devoir trouver les PJ Tucker ouverts, les Gordon, les Eric Gordon. Faut les user. Il va falloir varier entre j'attaque le cercle, je shoot, je pull-up. Il va falloir changer les rythmes aussi. Transition de temps en temps, exécution demi-terrain. Bien sûr. Chris Paul va avoir un rôle très important à jouer également. Et de l'autre côté Jazz, c'est pareil en fait. La défense de Houston a montré des vrais signes de progression au fur et à mesure que l'effectif redevenait complet. Oui,
c'est vrai qu'ils ont pas. James Harden va pas non plus museler Donovan Mitchell, non. Eric Gordon, voilà. Mais c'est pareil, genre Utah va pas se mettre tout d'un coup à tout reposer sur Donovan Mitchell. Bien sûr, mais va falloir que Rudy Gobert puisse scorer. Va falloir faire confiance à Joe Ingles. Et on l'a vu au premier tour Jay Crowder. Tout à fait, on l'a vu au premier tour des derniers playoffs. Quand ils sont ramenés face au Thunder, on était là genre ils ont pas les armes. Utah a bien exécuté, ils sont passés au tour suivant. Exactement. Bien sûr. Et donc l'exécution côté Utah est une condition sine qua non d'un minimum de succès dans cette série. Et côté Houston, c'est une condition sine qua non de si tu veux dominer, va falloir exécuter. Non, c'est sûr. Tu ne battras pas Utah. Peut-être que si c'est possible, mais c'est tellement compliqué de battre Utah en jouant juste de l'ISO en jouant genre très pull-up. Ouais, ça va être compliqué ça. Surtout qu'il y a évidemment un élément qu'on va surveiller de très très près en comparaison de la saison régulière avec les playoffs, c'est que pas sûr que tu aies les mêmes calls, mon ami James. On le sait, il y a eu une certaine image étiquette qui a été placée sur Harden en termes d'efficacité une fois que les playoffs commencent, parce qu'on n'a pas les mêmes coups de sifflet. On le sait, l'arbitrage évolue aussi une fois qu'on passe la mi-avril. C'est-à-dire que les isolations au juste tu jettes tes bras. Les arbitres maintenant, les décisions sont différentes. C'est gros, on est en playoff, là, il faut que ça joue physique. Et puis t'as quelques défenseurs assez intelligents qui vont faire gaffe à pas faire trop de fautes. Joe Ingles et Jay Crowder, ils vont c'est eux qui vont se coltiner du Harden. Ils vont se coltiner. De toute façon, c'est un boulot évidemment collectif. C'est à temps plein pour tout le monde. Donc on est d'accord, c'est de l'exécution, ça va être intéressant à regarder. Moi, je passe sur le secteur intérieur complet, quel qu'il soit, c'est-à-dire les intérieurs de Houston contre les intérieurs de Utah. Le combat dessous, quoi. Le combat dessous et surtout le combat à l'extérieur, en fait. Parce que s'il y a bien un élément qui était intriguant l'année dernière à observer, et je pense que peut-être aussi tu nous en parleras après, c'est que Rudy, qui sortait lui aussi d'une grosse saison et qui l'a fait une encore meilleure saison, quand il se retrouve sur des switches face à des James Harden et face à des Chris Paul, Rudy, en termes de cardio, de cuisses, de mollets, etc., va falloir être très bon, parce que sinon Quinn Snyder a déjà pris le pari précédemment de dire désolé, malheureusement, tout aussi bon défenseur que soit Rudy, malheureusement, les joueurs, les playmakers de Houston sont trop intelligents, et donc parfois ils abusent du fait que Rudy, une fois qu'il est un petit peu hors du cercle, c'est compliqué pour lui de suivre. Donc déjà, défensivement, au large, attention à tout ce qui est Derek Favors, Rudy Gobert. Si les mecs se font dépasser à chaque fois de l'épaule et que James Harden il fait allez 2 fautes, next, parce qu'il va aller prendre ses pénétrations, il va y aller au mastic, ou que les Chris Paul il fait attends. Observons là, il reste 12 secondes sur l'horloge. Attends, PJ là, va là-bas avec Eric Gordon. Attends, tiens, je vais prendre Eric Favors en isolation là. Et qui vont y aller, ça va être intéressant. Et puis, dans la production offensive, on le sait, même si ce sont en soi pas des joueurs similaires, Gobert et Capella, il y a quand même quelques points sur lesquels ils sont les mêmes registres un peu, statistiquement parlant. Tout à fait, et puis même c'est souvent lob, catch et finish sous l'arceau et des lancers s'il faut. Et donc du coup, il va falloir être très bon pour se gêner l'un et l'autre. Il faut que Capella gêne Gobert et Gobert gêne Capella. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, Capella il a fait du mal à Rudy. Et Capella a fait du mal à Rudy, tout à fait. Et Rudy avait eu un petit peu de mal, donc il faudra être bon mentalement, il faudra être bon physiquement, il faudra faire très attention aux fautes. Moi je vais regarder les fautes des intérieurs et derrière aussi, Favors, Néné, tous les mecs qui peuvent un petit peu aider. Parce que est-ce qu'on se retrouve sur une série où très rapidement Mike D'Antoni dit non, on va jouer petit, et donc il va nous faire ces 5 qu'on connaît où il fait what the fuck, PJ Tucker en pivot, voilà. Et donc du coup tu te retrouves comme un con parce que t'es là genre je peux pas jouer Rudy en fait, parce qu'il y a 5 snipers de Houston et donc ils enlèvent une des forces principales de la défense de Utah. Il va falloir surveiller les intérieurs, et puis celui qui remporte vraiment sa match-up là-dessus, à mon avis, pourra pousser son équipe à remporter ses matchs. Ok. Voilà un petit peu pour le point tactique. Après, il y en a plein d'autres. On le sait aussi, forcément, le duel de coach entre Snyder et D'Antoni, il y a du petit cerveau de basket là, quand même. La réussite à 3 points, et puis l'aspect mental, moi j'allais mentionner en bis de Utah, quand tu te prends le 16-2 de Houston en 3 minutes 30 là, parce que ça cavale et tout. Là, faut tenir. Là, t'es plus les genoux de l'année dernière. Non, là, il faut tenir, faut revenir. Faut montrer que t'as passé un cap. Exactement, on est d'accord. Je suis d'accord. On passe aux joueurs ? Allez. On sort les jumelles. Sur qui vous allez absolument tout cibler dans cette série entre Utah et Houston. Alex, tu nous as pris qui comme joueur ? Monsieur Mitchell, Donovan de son prénom. Donovan Mitchell. Spida Mitchell. Houston a des joueurs à lui proposer. Oui. Houston ne va pas prendre trop de risques avec James Harden sur Donovan Mitchell, je n'y crois pas.
Chris Paul et Eric Gordon me semble. Eric Gordon, pourquoi pas? Chris Paul, mais clairement trop petit, pas assez athlétique. Eric Gordon peut faire du boulot, mais il faut pas oublier que ils ont pas le même âge les deux. Eric Gordon est encore un bel athlète, il va vite et tout, mais si tu l'uses trop à défendre sur Donovan Mitchell, c'est pas forcément idéal. Donc ils vont forcément lui mettre un peu des Gerald Green, des PJ Tucker, voire et tout. Je pense que Donovan Mitchell va passer en revue tous les mecs de Houston possibles et imaginables sur lui. Et ça va être à lui de nous montrer qu'il est capable, déjà, de réélever son niveau de jeu en play-off, comme il l'a déjà fait l'année dernière, alors qu'il était que rookie, le mec. Il avait Paul George en face, ça fait pas de soucis. Tu vois, c'est quand même fort de faire ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, qu'il va être capable de faire ce qu'il a fait dans la continuité, dans la prolongation de cette saison régulière, où les matchs où ça va pas, les matchs où ça démarre pas bien, où ça rentre pas dedans, il laisse le jeu venir à lui. Il participe en défense. Il a grandi là-dessus. Il va un peu se battre au rebond. Il va la lâcher. Il va, tu vois, il va plutôt aller chercher des drives pour essayer d'avoir des fautes plutôt que de prendre des pull-ups, tu vois. J'ai vraiment été très, impressionné, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai vraiment été très séduit. Ouais, très séduit par la saison de Donovan Mitchell, qui avait commencé avec beaucoup de difficultés et que petit à petit, ça c'est quand même le signe de joueur qui comprend bien le jeu. C'est un joueur intelligent. Qui comprend bien le jeu. Maintenant, ils le savent, Utah, ils vont pas être favoris face à Houston. Il y a un barbu en face qui est sur une saison complètement all-time. Il y a Chris Paul qui a beaucoup de choses à prouver. Enfin, il y a beaucoup de gros joueurs. Donovan Mitchell fait partie de ces armes qu'a Utah. Et c'est une arme offensive contre laquelle Houston ne pourra pas faire grand-chose s'il fait bien son boulot. De toute façon, ils lui ont mis Paul George l'année dernière sur le paletot, il n'en avait rien à branler. Pour moi, un Utah dans les matchs et un Utah en position de gagner des matchs passe forcément par un Donovan Mitchell qui, au-delà de sa production statistique, joue intelligemment et fait des bons choix. C'est clair, s'il évolue à un niveau de All-Star, la série pourra durer un petit peu longtemps. S'il est un peu un poil en dessous, ça va être trop compliqué. Le problème de Utah, c'est que quand Donovan Mitchell score pas, c'est qui score, quoi. C'est ça, il faut essayer de passer quand Donovan Mitchell ne pèse pas en attaque au-delà même du scoring, qui c'est qui le fait? Pas sûr que Rubio va nous faire la série qu'il nous a fait dernière contre... De temps en temps, Ingles va peut-être te le faire, mais tu vois, genre... Peut-être que Rubio va pas faire la série qu'il a fait dernière contre Westbrook. Ils ont besoin de Donovan, ils ont besoin du Donovan qui débarque contre Denver, là, en fin de régulière, qui fait... Je suis d'accord. Il y a un truc à... Tiens, j'ai en mettre 46, tu vois. Ils ont besoin de ce genre de match. Non, c'est sûr. Eh bien, écoute, moi, en face, sur les lignes extérieures, je pars sur Monsieur Chris Paul, CP3. La punchline qui a duré toute l'année. Ça y est, on est bon. On a signé le contrat l'été dernier. On en a parlé... #40. Tout à fait. C'est pas son âge, c'est son salaire. On avait parlé en effet justement de cette montée en puissance qu'on attendait sur la deuxième partie de saison. Moi, j'étais le premier à dire, genre voilà, Chris Paul, on y va. Il n'y a plus de problème à la cuisse, il n'y a plus aucun souci. Et bien maintenant on y est, on a bien fini la saison régulière, on est en forme, il allait se marrer avec LeBron et Melo pour voir la dernière de D-Wade, on a bu du pinard, on s'est bien reposé. Utah, c'est quand même rêvé pour lui comme premier match-up. Il n'y a pas un meneur en face qui va le saouler, donc il peut un petit peu reposer en défense. Westbrook, ça, c'est clair que c'est mieux, ou que Lillard, ou que quoi que ce soit. On est d'accord. Donc là-dessus, Chris Paul pourra un petit peu s'économiser en défense, et non seulement il va être déterminant sur ces espèces de runs où parfois Harden sera sur le banc, et Mike D'Antoni va dire go Chris Paul. Gestion du rythme aussi. Bien sûr, et puis ne fais pas juste tenir le score là quand Harden n'est pas là, essaye de l'augmenter. Et il est capable, et puis Utah a un souvenir de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, la qualification en finale de conférence, le dernier match. Chris Paul a fait un match monstrueux, il aime bien le Jazz, c'est pas du tout une équipe qui l'effraie et qui n'a pas non plus trop d'armes. Encore une fois, ça va être le joueur le plus intelligent de tous ceux qui sont présents dans cette série, donc s'il faut jouer aux échecs, je pense que Chris Paul peut très vite montrer qu'en fait, arrêtons de discuter de son salaire, va-t-il nous dire, à nous en premier à Trash Talk, parce que quand il est dans sa production, si Chris Paul est en mode 20-10, tu vois. Oh, ouais, 20-10, ouais. Non, mais, même en 16-9. Non, mais bien sûr, mais voilà. S'il a des bons pourcentages, qu'il fait de la bonne défense, qu'il provoque de passage en force, bref, le Chris Paul All-NBA qu'on peut connaître, ça peut aller très très vite pour les Rockets. Ce sera à surveiller. On termine avec la spéciale. Pronostico. Pronostic time, donc, avec Alex et Bibi. Vous aussi, vous pouvez le balancer avec de longs arguments. Quel est le pronostic de cette série du premier tour entre le Jazz et les Rockets, Alex? Rockets. Combien? 4-2. Ok. Ouais, parce que je leur en donne un de plus que l'année dernière. La série a déjà eu l'année dernière. Je considère que le Jazz est un peu plus prêt
que le Jazz ne va pas arriver dans ce premier tour en mode victime expiatoire et en mode genre c'est bon, notre saison est assurée. Non, le Jazz, ils sont là pour retourner en demi-de-conf. Alors malheureusement pour eux, si j'ose dire ainsi, ils tombent sur un Houston qui vient de rétrograder en 4, alors que je pense qu'ils s'attendaient quand même à jouer les Blazers. C'est pas la même match-up, c'est complètement différent. Mais c'est pas pour ça que genre là, on le sait très bien, à Utah, les mecs sont en rond autour d'une table, hein, ils se parlent pas beaucoup, ils font faut qu'on passe ce tour. Genre Utah va venir en mode faut qu'on passe ce tour. Ils vont pas venir en mode faut qu'on en gagne un ou deux. Donc ils vont jouer à fond. Alors après, je mets quand même évidemment Houston parce que je pense qu'en termes de talent, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Il y a d'un côté un joueur complètement all-time, James Harden. Hein, sa saison est monstrueuse et tout, et on l'a dit, on voit pas trop la défense de Utah, ça va être compliqué de limiter tant que ça James Harden. Ils ont pas mal d'intérieur pour jouer et tenir la dragée haute face à Rudy Gobert, mine de rien. Hein. Au rebond, Rudy va faire son taf, hein, mais les Nene Hilario, les Clint Capella, même PJ Tucker, tous ces gars-là, c'est relou, tu vois, genre c'est physique et tout. À l'intérieur, t'en as parlé, Houston craint pas tant que ça le défi athlétique, tu vois, ils vont être là. Et après, en plus de ça, tu rajoutes Chris Paul et Eric Gordon qui sont quand même... Donc, Houston a clairement l'avantage. Houston est clairement favori. Si Houston, comme je le disais dans le point tactico-tactique, s'applique à défendre et exécute en attaque, en gagner 2 sera bien déjà pour Utah. Voilà ce que je pense, moi. Donc 4-2. Donc je dis oui, Houston, 4-2... Et j'ai envie de dire, ça me fait mal au cœur de voir le Jazz les jouer déjà en fait, Houston, mais c'est le tirage. C'est la vie. C'est comme ça, c'est le tirage des playoffs. Malheureusement, il fallait un petit peu mieux faire sa stratégie de fin de parcours. C'est mais comme si ça. Utah peut me faire mentir, j'y prendrai un certain plaisir. Et ben c'est la phrase exactement que j'ai utilisée pour mon pronostic, car malheureusement j'ai mis 4-1 pour Houston et Dieu sait si j'ai envie que le Jazz me fasse mentir comme l'année dernière, où j'avais mis le Thunder qui passait face au Jazz. Alors pas du tout la même équipe, pas du tout la même confrontation, mais c'est différent quand même. Bon, c'est très différent. Et puis il y a oui, Utah a besoin de passer un cap, mais Houston me semble tellement à un niveau supérieur. Enfin, globalement, le niveau est supérieur. Il n'y a toujours pas d'armes contre James Harden. Enfin, il peut faire vraiment une série mais monstrueuse pour démarrer. En ayant en plus le seum que certains commencent à dire, genre vas-y, Giannis, c'est bon, MVP, c'est lockdown. C'est acté, tu vois. Donc à mon avis, il va l'avoir un petit peu mauvaise. Ce qui leur manque, c'est un ailier. J'adore Joe Ingles, hein, mais un ailier plus dominant que ça, en fait, à Utah. Et puis, je crois vraiment que certains, ça y est, là, enfin, ils ont cette espèce de côté Houston où l'année dernière, bon, il fallait trouver son spot avec du Chris Paul, du PJ Tucker, bon, il y avait Ariza, etc., Mbamute, mais ce groupe se connaît bien. Ah oui. Donc, aller à Utah, non, ça leur fait pas zéro peur. Problème. Et puis même, je serais pas surpris si Houston, qu'on connaît très offensif et qu'on attend très offensif, nous prépare un petit plan défensif pour Donovan Mitchell qui fait que... Parce que le scouting report, je veux dire, de Utah, on l'a dit, compliqué. Si tu stoppes Mitchell, enfin je veux dire... Tu les mets dans la merde. On adore tous les gars, mais Alex l'a dit et je le répète... Non, tu les mets dans la merde. Tu les mets dans la merde et c'est une équipe qui va avoir besoin de quelle production, quoi. Je suis pas sûr que Ricky Rubio puisse refaire d'une grosse série. Joe Ingles, son plafond, c'est peut-être une série à 13-15 points par match. Ça serait déjà bien. Hein. Rudy serait très bien s'il était à 17 points par match à la série. Et rien que ça, déjà, tu tiens pas. Donc, malheureusement, même s'il peut y avoir quelques matchs serrés, je pense qu'ils sont perdus par Utah. Et donc, c'est un 4-1 pour moi pour les Rockets. En espérant que Rudy regarde cette vidéo et nous fasse mentir. Évidemment. Ouais. 4-2 pour les Rockets selon Alex. 4-1 pour Bibi. Dites-nous, vous, quel est votre pronostic sur cette grosse série ? Il faut louper aucun match. Ah non. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs séries comme ça où j'ai pas envie de louper de match, moi. Ouais, mais ça va le faire. Ouais. Non, ça va être géré. Allez, on va gérer ça. Évidemment, le marathon continue. C'est les 8 previews en un jour. On enchaîne la conférence Ouest. À tout de suite. Ciao.